Bienvenue mes amis. Dans cette vidéo, nous allons construire ce PC. Et il ne contient pas seulement l'un des meilleurs matériels disponibles actuellement, comme le RTX 4080 d'Asus et l'Intel i9 3900K. Il est également entièrement refroidi par air. Oui, nous refroidissons le 30900K par air. Et en fait, ce n'est pas aussi grave qu'on le pense. Mais la chose la plus intéressante à propos de cette version de PC est ce boîtier. L'affaire Fractal Nord. Oh, c'est beau. Savez-vous ce qui est beau d'autre? Ce segment sponsorisé. OK est le moyen le moins cher d'obtenir une licence pour vos fenêtres. Découvrez-les dans la description ci-dessous ou apprenez comment le faire plus tard dans cette vidéo. D'accord? J'espère que vous êtes excités parce que je suis très excité. Nous allons commencer par la carte mère. Et comme vous pouvez le constater, ma carte mère est déjà prête à l'emploi. Et c'est parce que j'ai sauté une étape dans ce processus de construction. J'ai mis à jour le BIOS en coulisses. Mais vous pouvez facilement le faire via QFlash. Ce qui signifie qu'il suffit de brancher l'USB, puis de mettre à jour le BIOS sans avoir installé le processeur, la RAM ou quoi que ce soit. Si vous ne savez pas comment faire cela, j'ai un tutoriel sur ma chaîne pour savoir comment procéder. Donc pour le CPU, nous allons utiliser l'Intel i9 3900K. Le meilleur des meilleurs processeurs que nous puissions obtenir. Et voilà, fait intéressant, avec ces processeurs Intel, j'aime retirer le couvercle avant de le faire glisser, car il ne se détache pas toujours exactement comme je le souhaite. Alors voilà. Pour le SSD du système d'exploitation, nous allons utiliser le Cardea Z440 de Team Group. C'est un SSD ultra rapide et un disque Gen 4. Conduite très rapide. Mais c'est également très bon pour les spécifications écrites en téraoctets. Donc, si vous écrivez sur beaucoup de gros fichiers sur le gros SSD du système d'exploitation. Ce que je ne pense pas que nous allons faire dans ce cas. Mais ce SSD est très bon pour les créateurs. Et nous avons ici un énorme dissipateur thermique pour cela. Nous allons donc simplement remettre cela là-dedans. Regardez ce dissipateur thermique sur cette carte mère qui est apparue. Oh, en fait, j'ai oublié de mentionner quelle carte mère nous allons utiliser. La carte mère Z690. Et pour une raison quelconque, Gigabyte n'a pas encore fabriqué cette carte mère pour le Z790. Il y a AeroG, mais c'est un modèle complètement différent. C'est comme la carte mère haut de gamme de Gigabyte. Et Gigabyte, s'il vous plaît, n'arrêtez pas de produire ces cartes mères. Continuez également avec les cartes mères haut de gamme. Nous avons besoin de plus de concurrence dans le haut de gamme. Nous avons Asus ProAd. Gigabyte le fait avec la série Aero. C'est donc le joli design qui va s'intégrer dans notre thème de boîtier PC. Ce sera un peu comme du noir et blanc. Et il y a un peu de gris partout. Et il n'y a pas de meilleure carte mère, je ne pense pas, que celle-ci. Nous allons également installer un SSD secondaire. Et voici le Seagate Fire CUDA 530. Ce qui, à mon avis, est l'un des meilleurs SSD Gen 4. Juste parce qu'il a des vitesses ridicules. Jusqu'à 7,3 Go ou quelque chose comme ça. Donc maximisez absolument la bande passante Gen 4. Emplacement PCIe X4. Et il a également une bande passante écrite ridicule de téraoctets. Ce qui signifie essentiellement que si vous êtes un créateur, vous pouvez réécrire 70% du disque chaque jour pendant les 5 prochaines années. Et tout va bien, ce qui est absolument ridicule. Donc, ce véritable disque de téraoctets ici, ce qui signifie que vous pouvez écrire dessus environ 1,4 téraoctets chaque jour. Et ça ira. Je l'ai déjà utilisé et ses coussinets thermiques sont déjà retirés. Maintenant la RAM. Pour m'adapter à notre thème de couleur blanche, je vais utiliser ce kit de V-Color. Il s'agit donc en fait d'un kit de 4. Mais la moitié d'entre eux sont faux et l'autre moitié sont réels. Donc en gros, nous allons toujours avoir 4 emplacements, mais 2 d'entre eux sont réels. Comme vous pouvez le voir, 2 des bâtons ne portent aucune épingle, à l'exception de 4 d'entre eux. Je vais donc simplement les installer dans les emplacements là-bas. Et assurez-vous d'installer les bons ou les vrais emplacements DIMM dans les bons emplacements. Alors ne les confondez pas avec les faux. De cette façon, nous pouvons toujours obtenir l'apparence de 4 barrettes de RAM, mais la stabilité de 2 barrettes de RAM. Ce sont des clés RAM de 6000 MHz ou mégatransferts par seconde, et elles sont magnifiques. Blanc et rapide. Malheureusement, je n'ai pas 64 Go ici, mais si vous voulez 64 Go de DDR5 blanche, je vais en laisser dans la description ci-dessous. D'ailleurs, je laisserai tous les liens dont je parle ici dans la description ci-dessous.
Ce qui vient ensuite, c'est le refroidissement. Et je n'utilise pas de refroidissement par eau sur celui-ci. Nous allons utiliser le refroidissement par air et nous avons ceci ici. C'est Deepcool AK620, 0 obscurité. Et ce n'est pas seulement un refroidisseur vraiment très puissant, mais c'est aussi un refroidisseur très joli. C'est donc l'un des refroidisseurs d'air haut de gamme et c'est comme un concurrent direct du Noctua NHD15. Mais parce que nous recherchons ce design très minimal, ce look très minimal, alors regardez celui-ci. Cela a l'air vraiment sympa quand nous allons l'installer sur le dessus. Ok, il est livré avec de la pâte thermique, vous devez donc l'appliquer vous-même et il est également livré avec un tournevis. Ils ont donc vraiment opté pour le style Noctua pour essayer, vous savez, de vous donner également le tournevis. Ainsi, la plaque arrière du refroidisseur est livrée avec des trous de vis similaires et elle est fournie par défaut sur les trous LG à 1200. Mais vous pouvez simplement pousser les vis vers l'extérieur. Très facile. Et maintenant vous avez une plaque arrière pour le 1700. Les instructions sont très agréables à comprendre. Et ces vis à distance ont déjà de petites rondelles pré-appliquées, des rondelles en plastique en dessous. Donc, si vous les placez sur la carte mère, vous ne rayez pas réellement la carte mère, ce qui est très bien. Et puis vous avez ces petites barres qui se trouvent au-dessus des entretoises, mais ce qui est cool, c'est qu'il y a en fait un processeur sur le côté, comme marqué de petites flèches. Donc, vous savez, dans quelle direction le processeur va aller. Ceux-ci vont donc sur les côtés et le LGA 1700 ira sur le deuxième emplacement. Fondamentalement, assurez-vous que votre vis passe au milieu de celle-ci. Utilisez le tournevis pour les serrer. Ok, c'est maintenant l'heure de l'application de la pâte thermique. Récemment, j'ai commencé à utiliser une méthode de pâte thermique différente pour l'application. J'aime l'étaler, surtout avec les processeurs Intel. Ils veulent vraiment une bonne couverture de pâte thermique simplement parce que vous voulez que le processeur soit capable de le faire. Toute la chaleur d'un contact du CPU avec le refroidissement est aussi bonne que possible, car toute la chaleur dont nous avons besoin est évacuée, vous savez, parce qu'il chauffe beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est simplement mettre une sorte de ligne sur un côté du processeur. Là, c'est largement suffisant. Et il devrait y en avoir suffisamment ici pour une autre application. Mais vous pouvez obtenir ces spatules en les achetant en ligne sur Amazon ou en les fournissant avec certains refroidisseurs de processeurs. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est littéralement le répandre partout. Partout dans le processeur de mon instance ici, je vais en fait retirer ma RAM car elle est alors plus facile d'accès. Beaucoup mieux. Ouais, je recommande peut-être de ne pas installer la RAM avant l'application de la pâte thermique. Une fois que vous avez une bonne couverture du processeur, prenez votre glacière. Assurez-vous de bien le retirer. La protection de cela continue ensuite de cette façon, puis tourne lentement d'un côté et de l'autre côté et vissez-la. Ok, c'est complètement foutu, et maintenant nous pouvons remettre notre RAM. Et comme vous pouvez le constater sous cet angle, la couverture RAM de ces tours est très bonne. Et aussi ces logos profondément cool comme les logos bleu et bleu sarcelle. Ils devraient être en bas plutôt qu'en haut. Sinon, vous l'installerez dans le mauvais sens. Et maintenant, vous avez deux fils qui sortent de là. Nous allons mettre ces deux ventilateurs CPU, puis un ventilateur CPU en option. Donc, fondamentalement, ce sont exactement les mêmes en-têtes de ventilateur. Ainsi, exactement la même courbe de ventilateur sera appliquée aux deux. Et puis le reste du câble, on peut juste se cacher en dessous. Si vous regardez cela, c'est une construction super propre. Comme si tu avais du beau blanc là-dessus. Joli noir là-bas. La RAM est en fait couverte, donc nous n'allons pas avoir, vous savez, trop de flash RGB dans votre visage. Mais ensuite, joliment en dessous, nous obtenons un peu de brillance là-dessus. Ensuite, notre magnifique boîtier PC. Il s'agit probablement du boîtier PC le plus beau jamais fabriqué dans l'histoire de l'humanité. C'est le Nord Fractal. Le boîtier est vide maintenant, et avant d'installer la carte mère, je veux faire quelque chose et installer quelques câbles et ventilateurs. Tout d'abord, nous allons remplacer ces ventilateurs frontaux. Il est livré avec des ventilateurs noirs de 240 mm, mais pour obtenir un meilleur effet de face, j'ai en fait 3 ailes silencieuses ou ailes légères biquet.
ce sont les versions à haut régime avec 250 TR, min. Nous allons être à l'avant, nous donnant un joli halo à travers l'avant, juste un petit avant-goût d'un RVB. Et puis à l'arrière du boîtier et sur le dessus du boîtier, nous allons installer les ventilateurs Fantex T30. Cela, car comme vous pouvez le voir, le boîtier n'est pas réellement noir à l'intérieur. Il est gris. Et ces éventails s'intègrent si bien dans le thème des couleurs. Donc Fractal, je ne sais pas si vous vouliez faire ça pour que tout le monde utilise les fans de vos concurrents. Les ventilateurs T30 s'intègrent parfaitement dans ce thème de couleurs. Et parce que vous ne voyez pas réellement la couleur des ventilateurs avant, parce que vous avez ce panneau à l'avant, les ventilateurs avant peuvent être de n'importe quelle couleur, parce que nous pouvons les voir à travers la lumière avant là-haut. Donc ils vont être vraiment sympas. Alors installons quelques ventilateurs et continuons. Nous les utiliserons également, mais nous optons pour quelque chose d'un peu plus premium. La seule chose ici est que, comme ces ventilateurs ont un support derrière les ventilateurs, vous allez donc poser les ventilateurs sur le support plutôt que derrière le support, ce qui signifie que vous ne vissez pas les vis par l'avant, mais par derrière. Donc si vous avez ici des ventilateurs de 320 mm à l'avant comme ça, alors vous devrez visser les derniers là comme ça. C'est tout à fait faisable, mais c'est un peu plus difficile que les cas habituels. Je pense donc qu'il est légèrement plus facile d'installer la carte mère ici en premier. Et avant d'installer les ventilateurs, c'est une très bonne idée de mettre certains de ces câbles d'alimentation, comme spécialement ce câble CPU. Et pour l'alimentation, nous allons utiliser cette alimentation blanche Fantex à MP1000, car nous allons obtenir des câbles PSU blancs, ce qui sera également bien. Et dans ce cas du Nord Fractal, il y a un espace très limité pour les câbles de votre CPU. C'est donc bien de les mettre dedans. D'abord, il est peut-être encore plus facile de les installer avant d'installer la carte mère. Dans ce cas, cela pourrait être encore plus simple. Très bien. Et essayons d'installer ces ventilateurs là-dessus également. J'ai donc simplifié un peu le câblage de cette version ici. En fait, j'ai connecté en série ces 3 ventilateurs d'extraction. Et cela rend la gestion des câbles très facile et simple à partir de là. Fondamentalement, un câble y va, celui du ventilateur du système, puis enchaîne tous ces éléments ensemble. Maintenant, en termes d'audio, ce n'est pas le meilleur parce que vous voulez, vous savez, faire fonctionner tous les fans à des vitesses différentes. Si vous n'avez pas encore vu mon guide de configuration des ventilateurs, allez le consulter. Et je vais faire la même chose avec les ventilateurs avant. Et juste pour la raison simplifiée d'ici, je vais les connecter tous en série afin de pouvoir avoir essentiellement 2 ventilateurs configurant l'admission et la sortie. Mais pendant que nous y sommes, installons également le GPU. Pour cela, nous allons utiliser le RTX 4080 d'Asus. Cela correspond à la conception ici du thème gris. Et c'est pourquoi je pense que c'est l'une des plus belles cartes. Et cette carte montre vraiment la taille des cartes graphiques que vous pouvez y installer, car il s'agit en fait du même refroidisseur que le 1490. Vous pouvez donc littéralement obtenir cette carte dans la version 1490. Évidemment, vous auriez alors 4 de ces fiches au lieu de 3, mais la carte serait exactement la même. Maintenant, ce serait bien si vous n'aviez pas besoin d'utiliser cet adaptateur et que vous voudriez un câble direct, vous savez, à 12 broches depuis le bloc d'alimentation, que je n'ai pas pour le moment, ce qui rend cette construction légèrement plus bâclée en termes de conception. Ce qui est bien, c'est que parce qu'il y a ce panneau qui va entrer ici, je vais plier légèrement ces câbles vers cet avant là-bas. Et puis la plupart des accès aux câbles se feront derrière le panneau. Vous en voyez peut-être un peu. Et je vais juste prendre les câbles à partir de là, plutôt que depuis ce trou en dessous, ce qui, je pense, rendra la gestion des câbles beaucoup plus agréable et plus simple ici. Enfin, nous avons le bloc d'alimentation ici. Il s'agit de l'ampli blanc de l'alimentation Fantex Amp 1000 watts, ce qui est suffisant pour alimenter tous ces composants.
Même si vous avez, vous savez, 1419 là-bas, c'est assez puissant pour alimenter cela. Et notre processeur très gourmand en énergie. La bonne nouvelle est que ce boîtier possède en fait le cadre pour le bloc d'alimentation, vous pouvez donc simplement retirer le cadre et le visser. Évidemment, nous allons installer le ventilateur du bloc d'alimentation vers le bas afin que vous puissiez aspirer l'air frais par le bas. Nous pouvons également procéder autrement. Mais je pense que je ne veux pas que ce bloc d'alimentation commence à aspirer de l'air à l'arrière du boîtier. Mais je veux que ce soit comme un échappement à partir de là. Sinon, cela va entraîner de la poussière car je pense que nous avons beaucoup d'échappements. J'aimerais que ce soit positif en termes de pression atmosphérique. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce bloc d'alimentation ne dispose que de 5 cordons d'alimentation PCI ou CPU. Donc des câbles d'alimentation et ou PCI à 8 broches, ce qui signifie que si je veux en avoir 4 pour le GPU, ce que vous devriez faire si vous utilisez comme un 1490, vous en avez besoin de 4 séparés pour accéder au CPU. Et ce GPU, alors vous n'en auriez qu'un pour le CPU, ce qui n'est pas vraiment un gros problème. Mais pour le 13900K, ce serait bien d'avoir également l'air secondaire en option pour la broche du processeur. Mais honnêtement, ce n'est pas si grave, c'est juste une analyse intéressante. Cela correspond au thème de cette version PC. Ok, faisons maintenant quelques branchements de câbles et un peu de gestion des câbles, et nous devrions bientôt recevoir notre premier article. Ok, le dernier câble que je dois installer est cet audio avant ici. Et comme vous le savez, le port est juste derrière. Mais le trou derrière la carte mère est suffisamment petit, voire trop petit, pour que cela puisse passer. Donc, ce que vous devrez faire est de retirer temporairement les vis du bloc d'alimentation à l'arrière afin de pouvoir retirer légèrement le bloc d'alimentation pour le faire passer et l'installer. Et puis vous pouvez le repousser puis remettre le panneau arrière. J'ai donc le cordon d'alimentation branché. J'appuie sur le courant et c'est maintenant le moment de vérité pour voir si nous pouvons obtenir un message. Ok, deuxième mise sous tension. Cette fois, le RVB de l'avant s'est également allumé. Les LED avant sont donc bleus. Et voilà. Très bien. Je suis reparti, j'ai accédé au bio, puis il s'est éteint. Je suppose que c'est bien. Parce que c'est comme une fenêtre aléatoire de l'un des PC Zortec à petit facteur de forme. Ce que je vais faire maintenant, c'est simplement essuyer les fenêtres. Je n'ai donc pas de pilotes aléatoires, ni de mauvais pilotes. Et puis nous poserons des fenêtres propres. Alors je te verrai dans un instant. Comment ça? Fondamentalement, cette vidéo est sponsorisée par Rookies et vous l'avez peut-être déjà vu sur la chaîne. Si tu savais, bienvenue. C'est qui sponsorise la chaîne. Et il y a beaucoup de choses là-dedans, beaucoup de clés différentes. Mais nous nous concentrons ici sur les touches Windows 11. Comment trouver les liens pour accéder aux clés ou? La meilleure façon de le faire est que si vous cliquez sur la vidéo, sur l'une des vidéos de ma chaîne, vous cliquerez sur la vidéo. Une fois que vous êtes sur la vidéo, vous cliquez sur ce bouton afficher plus pour voir la description de la vidéo. Si vous ne savez pas où se trouve la description, YouTube a rendu la tâche un peu compliquée ces jours-ci. Mais vous en montrez simplement plus et vous pourrez alors voir cette clé ici. Clé Windows 10 professionnelle. Vous pouvez cliquer sur celui-là. Je l'ai ouvert dans un nouvel onglet pour l'instant. Il existe Office 19 Pro. Si vous aimez également Microsoft Office, nous pouvons y trouver beaucoup moins cher. Et puis le pack aussi. Si vous voulez Windows 10 et Microsoft Office, vous pouvez les obtenir ici. Voici la page. Et puis, en gros, voici la carte. Maintenant, plus importante encore, assurez-vous d'utiliser T20 pour obtenir une réduction de 25%, car 22 $ sont déjà bon marché. C'est déjà 10 fois moins cher que ce qu'on peut voir à New York par exemple. Vous appuyez sur Appliquer. Boum. Et maintenant, vous obtenez la clé pour environ 17 $, moins de 17 $, ce qui est ridicule. Vous soumettez votre commande. Choisissez le mode de paiement, puis achetez-le. Maintenant, je l'ai déjà fait. Et une fois que vous l'avez fait, vous pouvez accéder au centre utilisateur. Acheter en ligne. Et comme vous pouvez le constater, j'en ai déjà acheté beaucoup là-bas.
Et je vais juste cliquer sur celui du haut pour afficher les clés et les codes. Et puis vous pouvez voir le code en bas. Maintenant, vous vous demandez peut-être si c'est légitime? Par exemple, pouvons-nous faire confiance à ce service? Est-ce que c'est mental? En fait, si vous connaissez la chaîne appelée TechCity a déjà réalisé une vidéo pour vérifier si ces clés sont légitimes. Donc, fondamentalement, il a appelé Windows ou Microsoft pour vérifier que ces clés sont légitimes, etc. Vous pouvez donc visionner la vidéo ici. Mais pour faire court, oui, c'est tout à fait bien de faire ça. Une fois que vous avez obtenu votre clé, copiez-la, sélectionnez-la et copiez-la, puis accédez à votre Windows. À propos, cela fonctionne aussi bien avec Windows 11 qu'avec Windows 10. Je l'ai fait fonctionner avec les deux. Vous n'avez pas à vous en soucier. Vous saisissez les paramètres d'activation. Voilà, mon Windows est déjà activé. Mais si ce n'est pas le cas, voici le problème. Il est dit non activé sous Windows. Voilà, changez la clé du produit. Collez la clé là-dedans. Appuyez sur Suivant. Activer. Et puis ce que vous devriez voir, c'est que Windows est activé. Et voilà, Windows a été activé. C'est aussi simple que cela. Et c'est ainsi que vous pouvez obtenir Windows à un prix aussi bas que 17 $. Vous n'aurez plus jamais à payer les prix de détail. Et voilà, je viens de vous faire économiser plus de 150 $. De rien. Vérifiez qui frappe dans la description ci-dessous. Et nous avons également le panneau ici, juste pour avoir une idée du flux d'air afin que nous puissions vraiment tester à quoi ressemble le flux d'air. Alors pendant que nous sommes ici, jetons un coup d'œil un peu aux températures pendant que le truc RVB s'installe en arrière-plan. Vous pouvez voir qu'à l'heure actuelle, rien qu'en utilisant ce système, nous avons consommé un maximum de 62 watts. C'est donc comme travailler avec Windows, etc. Mais ce qui est intéressant, regardez ça. La puissance minimale du package est de 3,1 watts, ce qui est absolument ridicule. Donc pour le moment, j'ai tout le bio par défaut, et je pense que ça va être assez mauvais en termes de puissance délivrée. Ce que je veux dire par là, c'est que cela va faire passer beaucoup plus de puissance que ce qui est réellement nécessaire. Alors voyons ça. Démarrage du test multicœur, puis information sur le matériel ici. Regardons. Ok, nous sommes instantanément à 100 degrés, 338 watts. Ridicule. Maintenant, nous avons obtenu 339 000 points ici, mais nous sommes également confrontés à une limitation thermique instantanée, ce qui est ridicule. C'est seulement les causes P7, 6 et 5 ici qui étaient une limitation thermique. Voyons quelles étaient les températures de la cause. Il y en avait donc 197. Les autres avaient 95, 89 ans. Comme vous pouvez le constater, il y en a moins d'une centaine. Une grande partie de ce qui est poussé vers ces derniers fait que si nous regardons les vitesses d'horloge, nous pouvons voir que nous avons atteint 5,8 sur 2 de ces appels ici, ce qui est très, très bon. Ces 338 watts sont absolument ridicules, et c'est ce que nous allons changer maintenant. Juste quelques réglages dans le BIOS. Je vais vous montrer dans un instant comme le processeur peut réellement être refroidi par air. Mais nous disons simplement au BIOS, écoutez, ne devenez pas fou. Nous pouvons toujours obtenir de bonnes performances, mais nous allons juste limiter un peu la puissance. Mais comme vous pouvez le voir dans le gestionnaire de tâches, Intel iGPU est activé par défaut dans les paramètres du BIOS de la carte mère, ce qui est en fait très, très bon. Et Asus, vous devriez faire la même chose, car si vous créez la carte mère, je ne sais pas quel créateur ne voudrait pas que l'iGPU ne soit pas activé par défaut. Et comme vous pouvez le voir ici, l'iGPU est activé par défaut, ce qui est très, très bien. Et nous avons également le RTX 1490 ici. 16 Go de RAM. Chaque fois que vous obtenez un nouveau PC également, assurez-vous que vos applications de démarrage n'exécutent pas d'applications aléatoires. Par exemple, Cortana. Nous ne voulons pas de cela. Microsoft Teams est définitivement désactivé. Microsoft Edge est également désactivé. OneDrive désactivé. Je n'ai pas besoin de ça. Nous allons laisser celui-là. Celui-là. Chrome. C'est ce dont j'ai besoin. Mais ces choses-là, je les désactive toujours, juste pour que tu le saches. Le RVB fonctionne également. J'ai tout mis en blanc, comme vous pouvez le voir sur le rouleau B. J'ai mis la RAM de la carte graphique et le front-end. Et il est tout blanc parce que je pense que c'est ce qui est le plus beau là-bas. Et curieusement, comme vous pouvez le constater, même si vous êtes légèrement incliné, vous n'y voyez pas réellement les LED avant. Alors maintenant, vous pouvez également voir la façade, ce qui est très, très joli.
comme vous pouvez le voir ici. Redémarrons et entrons dans le BioXMP sur 6000 MHz de RAM. Tout d'abord. Deuxièmement, ce que nous allons faire, c'est trouver des options. Donc des performances multicœurs améliorées ici, comme vous pouvez le voir. C'est donc comme essayer de pousser autant de multicœurs que possible. Et c'est pour ça que ça monte très, très haut, comme la puissance en watts là-bas. Ce que nous allons faire, c'est limiter le pouvoir ici. Nous allons changer cela à 253 watts. C'est ce qu'il est censé faire. Et puis TDP, nous allons également pousser celui-là. Donc TDP il y avait 125 watts. Je vais donc juste le mettre 180 là. Ça fera l'affaire. Drame, tout le reste va parfaitement bien. Alors maintenant, appuyons sur F10 et voyons ce qui va se passer. Très bien. Ouvrons Cinebench et les informations sur le matériel et voyons ce qui a changé. Démarrons le multicœur et voyons ce qui va se passer ici maintenant. Comme vous pouvez le voir, il pousse 253 watts comme nous le faisions auparavant. Et regardez les températures tout à fait bien. Intéressant. Cela permet au TDP d'être désormais de 180 watts, comme nous l'avons vu précédemment. Voyons donc quel sera le score. 35 887. Nous avons donc perdu environ 4000 points, ce qui représente environ 10% de performance multicœur. Alors remettons le TDP en automatique. Donc, fondamentalement, nous disons que, vous savez, poussez autant que vous le souhaitez. Mais la limite de puissance PL2, ce qui signifie que la limite de puissance du Turbo Boost est de 253 watts. Donc ce TDP, nous allons le mettre en mode automatique. Les réglages sont donc encore plus simples qu'avant. La limite de puissance du package est de 253 watts. Comme ce que dit Intel. Allons-y. Alors, très bien. Nous y revoilà. Et essayons encore une fois. Nous avons maintenant Cinebench ouvert qui démarre à 253 watts. Regarde ça. Refroidissement par air. 84 degrés. 86 degrés. À l'heure actuelle, nous tirons à peu près la même chose que la MD7950X. 37, 38, 000 à peu près. Essayons encore une fois. Voyons s'il y a quelque chose en arrière-plan. 253 tous les noyaux 5.1 5.2 une partie du noyau est 5.2. 5,1 GHz. 37 922. Très bon. Pour l'instant, nous n'obtenons aucune limitation thermique. Comme vous pouvez le constater, les températures maximales y sont de 89 degrés. Donc maintenant, nous pouvons voir ici que la puissance maximale est fixée à 253, comme vous pouvez le voir. Et ça y va pour une durée illimitée. Mais voyons jusqu'où pouvons-nous pousser cela? Mettons-la. 260 watts. Je n'overclock pas vraiment le processeur. En gros, je mets simplement quelques limites. C'est ce que je dis. Je ne vais ajuster aucune des tensions car c'est ce qui, je pense, va réduire la stabilité du système. Nous avons donc simplement ajouté 260 watts. C'est ça. Appuyons là-dessus et voyons ce que nous allons voir ici. 260 watts. Il fait 85 degrés là-bas. 5.2 5.1 quelques cœurs. Combien? Les cœurs tentent de passer à 5,2 GHz, puis de 4 à 4,1 sur tous les cœurs E. 37 000. Regarde ça. Il semble que nous ayons un régulateur thermique sur l'un de ces noyaux. Le P-Core 6 a un étranglement thermique. Mais c'est drôle qu'il s'agisse d'un accélérateur thermique parce que nous n'avons pas atteint de température aussi élevée. Voyons cela à nouveau. Nous avons donc atteint 92 degrés et nous en avons 37 942. Donc, ce que je ferai, c'est fixer la limite à quelque chose comme 300, 255 watts. Et voilà, 37 942. Maintenant, comme vous pouvez le voir, nous sommes à environ 90 degrés. Forfait 89. Et regarde ça, nous n'en avons perdu qu'une centaine environ à ce stade. Cela ressemble en réalité aux 253 watts. Ce que recommande Intel est comme la meilleure option ou en quelque sorte le meilleur compromis en matière d'efficacité énergétique. Et voilà, nous avons perdu environ 200 points et nous consommons 253 watts. Voilà le score multicœur. Voyons le score d'un seul noyau et voyons si cela va être différent. Vous voyez, nous poussons toujours ici 5,8 GHz sur un seul cœur. Il devrait vraiment y avoir deux cœurs. Regardons. Waouh, c'est très intéressant. Lorsque j'ai effectué mes tests, je faisais tous les tests sans aucune limite de puissance. Droite. Et le score monocœur de cet Intel était en réalité de 2170.
donc 21 070 points. À l'heure actuelle, c'est 30 points de plus et je consomme beaucoup plus efficacement en termes de puissance. C'est donc vraiment impressionnant. Je vais également y mettre le test de score multicœur pendant que nous l'exécutons. Et pendant que c'est le cas, essayons ceci aussi. Faire marque, faisons du 1080p. Test de stress du processeur. Allez, le processeur consomme 253 watts. Le GPU consomme 300 watts. Très cool. Température à cœur. Donc Core, P-Core 5 qui fait 92 watts. Oh pardon, 92 degrés, 93 degrés. Nous ne procédons pas à une limitation thermique ici pour le moment. Je vais juste, le processeur passe à 5,1 puis à 4 GHz sur les E-Core. Nous étranglons thermiquement ici. Limitation thermique. Intéressant. Lequel étrangle thermiquement? 7 et 5, 94 et 95. Pourquoi le limite-t-il thermiquement? Parce que DJ Max est à 105 ou 100 degrés. Il en reste donc encore 5. Je ne sais pas pourquoi il le limite thermiquement. C'est donc un bon test maintenant pour le refroidissement par air car nous créons beaucoup d'air chaud à l'intérieur du boîtier du PC. Nous extrayons 300 watts du GPU et celui-ci est actuellement à environ 63 degrés. Cela va probablement plafonner quelque part là-bas. Cela ne va pas aller plus haut, mais nous allons juste voir ce que sera le CPU. Il est intéressant de noter que même si nous étranglons thermiquement, vous pouvez voir que le point moyenne est actuellement de 36 929 points. Nous avons donc perdu peut-être environ 700 points, quelque chose comme ça. Alors, ce refroidissement est-il bon? Je pense que ce refroidissement par air est plutôt bon. D'accord. Nous venons de sauter à 97 degrés là-bas. Voyons, c'est le GPU 60. 63,5 degrés. Ma température ambiante est également de 24,8 degrés, ce qui est assez chaud à 85 degrés. Comme vous pouvez le voir, le GPU ne va ici que de 64 degrés maximum. Cela n'ira pas plus haut à moins que notre ambiance ne monte plus haut parce que notre ambiance s'élève en ce moment. Chaque seconde ou chaque minute devient de plus en plus élevée. Mais c'est comme le pire des cas, mais cela montre vraiment à quel point ce cas est un bon flux d'air. Je peux sentir de l'air assez chaud expulsé par l'arrière là-bas, je peux sentir l'air aspiré par l'avant là-bas. Le flux d'air est donc absolument fantastique. Même si le GPU est un véritable gâteau chaud à l'intérieur, notre CPU continue de suivre le rythme. Comme vous pouvez le voir, regardez ça. Cette charge, nous n'avons pas fait d'étranglement thermique au début. Nous étranglons thermiquement, alors nous ne le sommes pas. Ok, écoute, il reste 2 minutes maintenant. Nous avons atteint 96 degrés maximum à ce sujet. D'accord? Je vais arrêter le GPU, ce qui signifie que le GPU se calme maintenant 96. Voyons si nous allons plus loin. 97, 98. Quelle est la température de notre GPU? 34 degrés. Là, ça se calme tout le temps. 98. Cette course, jetons un œil. 96. Il ne fait plus aussi chaud qu'avant. Qu'est-ce qui sort de l'arrière? Vous voyez, c'était 95. Voyons cette course. Regarde ça. C'était 95 maximum. 93 maximum. C'était 93 maximum. Comme vous pouvez le constater, le boîtier s'est refroidi de l'intérieur. 94 maximum. Nous n'atteignons plus ces 98. Et comme vous pouvez le constater, notre moyenne était de 36 921. Nous n'avons donc perdu qu'une quantité marginale de performance en multicœur. Et c'est un test de performance très synthétique. Vous ne verrez jamais cela lors de l'exportation vidéo ou quoi que ce soit d'autre. Je suis donc très satisfait du refroidissement par air de ce boîtier et du refroidissement par air. Le refroidisseur d'air là-bas, je pense, est tout à fait approprié pour refroidir l'air du 13900K. La construction est donc terminée et les quelques conclusions ici sont ainsi que les commentaires de la construction. Donc, si vous faites cela, ce que vous devriez rechercher ou juste quelques conseils, vous savez, si vous voulez en savoir plus sur la construction de PC, etc. Tout d'abord, refroidir l'air de ce PC. J'ai été sérieusement impressionné par le fait que cela soit possible. Lorsque j'ai fait les tests, j'ai évidemment fait les tests avec toutes les 13e générations maintenant, mais tous les tests ont été effectués avec un AIO de 360 mm avec des ventilateurs Fantex T30 et comme le meilleur refroidissement possible. Et je pensais que ce n'était sûrement pas un refroidissement par air possible. Mais comme vous pouvez le constater, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait bien. Nous devons simplement nous en tenir aux limites d'Intel plutôt que de simplement laisser la carte mère devenir complètement folle et faire passer cette puissance ridicule, ce qui ne nous donne pas vraiment beaucoup plus de performance. C'est juste comme vraiment fléchir. Deuxièmement, j'aime beaucoup la façon dont ils ont conçu la base du disque dur de 3,5 pouces à l'arrière ou sous ce boîtier. Au lieu de les empiler les uns sur les autres,
Il les place les uns à côté des autres sur le sol. Vous pouvez également en mettre d'autres par-dessus. Mais s'ils sont sur le sol, cela signifie que vous disposez en fait de beaucoup d'espace pour que vos autres câbles d'alimentation passent par-dessus les câbles et vous donnent beaucoup d'espace à cet endroit. Souvent quand ils sont les uns sur les autres. C'est ça, c'est l'espace. Il faut travailler avec. Mais maintenant, il y a tout cet espace au-dessus duquel vous pouvez toujours insérer des câbles, mais vous ne perdez aucune limitation matérielle ou n'avez qu'un seul disque dur. Vous pouvez toujours en avoir deux et beaucoup d'espace. Un grand bravo à Fractal. Et troisièmement, le RVB et le design de ce PC. Maintenant, une fois la construction terminée, je l'adore toujours et je pense que c'est très, très sympa. Mais maintenant que je l'ai depuis un petit moment, je commence à me demander, est-ce quelque chose que nous aurions pu faire mieux ? Et j'aimerais savoir de votre part dans la section commentaires ci-dessous, que feriez-vous différemment ou quelle partie utiliseriez-vous différemment ? Je pense que c'est une excellente idée de placer les ventilateurs RVB à l'avant également et de les rendre non RVB à l'avant également, ce qui m'amène à la chose suivante. Devrions-nous ne pas avoir de RVB du tout ? Je veux dire, j'aime bien le fait qu'il y ait un peu de lumière à l'intérieur du boîtier qui vient des barrettes de RAM. Ça a l'air vraiment, vraiment sympa. Cela semble-t-il plus minimal si nous n'optons pas pour le RVB et obtenons comme Corsair Vengeance, vous savez, le non RVB, tout comme les sticks de base pourraient être meilleurs. Ensuite, les ventilateurs Fantex T30 s'intègrent vraiment très bien dans ce boîtier. C'est comme s'il était fait l'un pour l'autre. L'intérieur du boîtier a exactement la même couleur et la couleur s'accorde vraiment très bien avec le Fantex T30 car ils sont tous deux gris plutôt que noirs. Comme ce qu'est cet intérieur du boîtier. Et de la même manière, les cartes Asus TUF série 40 s'intègrent très, très bien dans ce boîtier. J'aime que ce soit comme un gris argenté. Ces deux couleurs sont très, très similaires. La seule chose que je veux dire à propos de ce GPU est le type de jeu composé uniquement de logos et de texte. Pourquoi devons-nous avoir des jeux TUF ici ? Genre, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que l'un d'entre vous l'aime ? Faites-en simplement TUF. N'en faites pas un jeu TUF. Honnêtement, plus je fais cela, plus je suis contre cette conception de jeu. Faites-en simplement un design, mais n'appelez pas cela du design de jeu. Ok, dis juste TUF là-bas. C'est bien parce que ça a l'air dur. Vous savez, nous comprenons cela comme une sorte de design industriel. Mais la carte graphique est également très, très bien construite. Il n'y a pas d'affaissement de la carte graphique, même si je n'ai pas de support d'affaissement. Vous pouvez voir que le GPU bouge à peine ici et vous n'avez pas vraiment besoin d'un support d'affaissement, ce qui est incroyable. En regardant la taille de ce GPU et simplement à cause des supports arrière ou des deux emplacements, ils sont vraiment bien vissés avec le design du reste de la carte graphique, ce qui signifie qu'une fois que vous l'avez vissé à l'arrière là-bas, ce n'est pas lâche. Et c'est fantastique. Et la dernière chose concernant la conception concerne les câbles d'alimentation. Maintenant, vous pourriez avoir une dernière petite touche sympa à ce sujet. Si vous leur ajoutez vos propres câbles personnalisés, comme la TX24 broche et même celui-ci comme le câble GPU, vous pourriez obtenir comme un câble du mode câble pour l'avoir bien là. Vous n'avez donc aucun de ces types d'adaptateurs ici pour filmer. Nvidia, si vous fabriquez cet adaptateur, allongez-le simplement, suffisamment long pour que nous puissions le cacher sous le boîtier. Il ne s'agit donc pas simplement de rester à mi-chemin dans les airs. C'est juste que je, pas un grand fan de cet adaptateur ainsi que des câbles Z et ATX. Ce serait bien si c'était une sorte de gris et de blanc, peut-être une sorte de couleur là-dedans. Juste si vous voulez vraiment un beau PC, vous savez, fabriquez vos câbles sur mesure à partir de mods de câbles. Je pense que je vais qualifier cette affaire d'affaire de Sona. Mais maintenant que j'ai intégré cette version blanche, j'ai vraiment envie d'intégrer également la version noire du boîtier. Donc, si nous voulons faire une version noire de ce boîtier, quelles pièces doivent être utilisées pour la version noire ? Faites-le moi savoir dans la section commentaires ci-dessous. À propos, toutes les parties que j'ai utilisées dans cette vidéo sont liées dans la description ci-dessous si vous souhaitez les consulter ou si vous souhaitez en choisir une vous-même. Et si vous souhaitez construire vous-même le meilleur rapport qualité-prix, créer un PC, puis consultez le guide de construction de PC dans la description ci-dessous. Vous pouvez configurer le budget vous-même, comme quel que soit le budget dont vous disposez, il y a une facture pour vous. Vous pouvez le configurer, le mettre à niveau, le rétrograder. Et si vous souhaitez utiliser ce cas dans ces factures, remplacez simplement le cas par ce que je recommande dans ces vidéos pour ce cas. Et voilà, c'est parti. Tout simplement profitez. Et vous avez un magnifique PC pour vous. Merci à Wookiees d'avoir sponsorisé cette vidéo. Découvrez-les dans la description ci-dessous. Si vous ne souhaitez pas payer le prix fort pour les licences d'activation Windows, consultez-les dans la description ci-dessous et vous paierez environ un dixième du prix. Oui, c'est 90% de réduction. Découvrez-les dans la description ci-dessous. Bye bye.